Selon donc la loi, la mobilisation générale consiste en la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de défense déjà préparées. En général, la mobilisation générale est couplée à la mise en garde qui, elle, consiste donc en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action donc du gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations et des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées nationales. Alors, la mobilisation générale telle que prévue dans nos textes emporte donc un certain nombre donc de dispositions à prendre par nos autorités, donc leur conférant des pouvoirs, notamment celui de requérir les personnes, les biens et les services, le droit de soumettre à contrôle et à répartition les ressources au ravitaillement et à cet effet d'imposer aux personnes physiques ou aux personnes morales en leurs biens les suggestions indispensables. Et enfin, ça comporte donc le droit d'appel à l'emploi de défense à titre individuel et collectif. Et se référant donc à ce cadre normatif, je dirais que c'est un cadre constitutionnel qui donne plus de pouvoir, plus de prérogatives au gouvernement de susciter, d'organiser et d'orienter les moyens en vue de faire face à un péril, en l'espèce, pour ce qui nous concerne, le péril terroriste. La mise en œuvre donc de la mobilisation générale et la mise en garde vient d'être adoptée par le Conseil des ministres. Je dirais qu'il y a un ensemble donc de mesures qui doivent être prises et le décret donne compétence à certaines autorités gouvernementales de prendre des mesures telles que prévues dans le contenu de la mobilisation et de la mise en garde. C'est là sous le contrôle bien sûr du Premier ministre. Et vous voyez qu'un certain nombre de mesures qui entrent dans le cadre de la mobilisation générale existent déjà. Et quand vous regardez, quand vous voyez ce que les autorités peuvent faire, donc ce que ça emporte comme conséquence, certains nombres de mesures sont déjà prises et pouvant entrer dans ce cadre. Et certainement que d'autres mesures vont également être prises pour compléter, parachever donc ce mécanisme-là afin donc, je dirais donc de faciliter ou d'accélérer la victoire donc de notre peuple sur le péril terroriste. L'impact de la mise en garde et de la mobilisation générale sur les libertés individuelles. Si ma mémoire ne me trompe pas, il y a une disposition particulière, notamment l'article 8 du décret, qui prévoit que les droits et libertés individuelles et collectifs sont garantis, conformément donc aux lois et règlements. Toutefois, il peut être dérogé à certains droits fondamentaux, notamment le droit à la vie. Il ne saurait être dérogé à certains droits. Ce qui voudrait dire qu'il y a des droits que notre législation interne permet d'y déroger. Il y a des droits qu'on ne peut pas y déroger. Et font partie donc des droits auxquels on ne peut pas y déroger, le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à l'esclavage, à la torture, etc., etc. Et concernant toujours cette question donc de droit, l'impact sur les libertés individuelles, il faut dire que le pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Burkina Faso est parti, on l'a ratifié, prévoit que en cas de danger exceptionnel, de menace contre l'existence d'une nation, que l'État puisse prendre des mesures exigées par la situation. Donc les dirigeants de cet État peuvent prendre des mesures exigées par la situation. Et bien sûr, il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on ne peut pas faire. Et sous l'angle justement donc du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les droits et libertés individuelles d'aller et de venir, par exemple, peuvent être restreints. Tels que, et en cela, on a déjà vu
certains gouverneurs qui prennent des mesures restreignant la circulation de certaines motos, fixant des horaires de couvre-feu. Ça participe à la régulation et des possibilités que non seulement le droit interne, mais également les conventions internationales permettent à un État, dans le contexte qui est le nôtre, de pouvoir prendre. Et il est évident que pour un État civilisé, comme le Burkina Faso, le droit à la vie demeure, par exemple, un droit sacré auquel aucune situation ne saurait permettre d'y déroger. Du reste, le pacte international réglemente bien sûr cette question. C'est ainsi par exemple que les conditions prévues par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, quand un État veut prendre des mesures exceptionnelles qui peuvent impacter sur les libertés individuelles, il y a un certain nombre de conditions à respecter. La première des conditions, c'est l'existence d'un danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation. Dans le cas du Burkina Faso, je pense que personne ne voudrait qu'on lui fasse un dessin. Les attaques terroristes affectent les populations civiles, les forces de défense et de sécurité, menacent, c'est un péril évident. La deuxième des conditions exigées par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, c'est l'utilisation des pouvoirs exceptionnels à la condition que ce soit prévu par un texte national. Et en l'espèce, notre Constitution le prévoit. Notre Constitution prévoit cela. Et il y a même une loi, la loi de 1994, 2694 ADP, portant Organisation générale de la défense nationale, qui prévoit effectivement l'application de ces mesures-là lorsque les conditions comme le nôtre sont remplies. Alors, c'est réglementé, mais bon, peut-être qu'on aura d'autres occasions pour entrer dans les détails. Je vais juste citer les conditions. La troisième des conditions, c'est que la mesure doit être adaptée à la situation. Adaptée à la situation, ça veut dire quoi? Elle doit être limitée dans le temps. Bon, c'est ce que habituellement les juristes conviennent de dire quand on dit qu'une mesure peut être... Enfin, suivant bien sûr le cadre, une mesure adaptée, à savoir limitée dans le temps. Et en l'espèce, je crois que le décret prévoit que c'est pour un an, la mobilisation générale. Également, il doit y exister des mécanismes de recours. Comme vous le savez certainement, le décret sur la mobilisation générale prescrit un certain nombre, prévoit la possibilité de limitation d'un certain nombre de droits. Alors, si ce mécanisme existe, il faudrait qu'on prévoie des possibilités de recours. Et donc, un des éléments de l'adaptation de la mesure exigée par le pacte international est l'existence de mécanismes de recours qui soient prévus dans le cadre de cette mobilisation générale. Et je crois que ça l'est. Par contre, certains autres droits peuvent légitimement, dans le cadre de la nécessité et en vue d'atteindre les objectifs fixés, être limités. La question de la liberté, vous voyez qu'aujourd'hui, elle est beaucoup discutée. Il y a des pour, il y a des contre, chacun, bien sûr, tirant la couverture de son côté. Moi, ce que je dirais de façon plus pratique, c'est que la question, elle est très cruciale, parce qu'elle est controversée actuellement, même entre les Burkinabés. Mais pour ma modeste personne, je crois qu'il y a effectivement des craintes légitimes qui sont exprimées, ça et là, notamment ce qui concerne, je vais faire un clin d'œil à la liberté d'expression et de presse, mais pour ma part, je pense que toute raison gardée, ces libertés existent et elles devront toujours exister quoi qu'il arrive. Je pense seulement qu'il y a nécessité de réguler, et compte tenu du contexte, des enjeux du moment, et surtout en ce qui concerne le rapport de cette liberté avec la sécurité et les menaces contre la nation, contre notre pays en ce moment. Je ne pense pas par contre que les limitations puissent concerner les questions
de bonne gouvernance et les questions de redevabilité qui sont dénoncées. Ça, je pense que ça même, ça devrait pouvoir contribuer à la lutte contre le terrorisme. Et dans l'ancien temps, des témoignages de certains anciens, lorsqu'il y avait un péril dans le village, tout le monde se mobilisait pour faire face à ce péril. Et parmi les mesures justement pour faire face à ce péril, il y a nécessité que certaines choses soient proscrites. Il pouvait même y aller de l'interdiction de faire du bruit à l'approche par exemple d'une bête sauvage qui écume les biens du village et pour lequel, donc, contre lequel donc, les villageois se mobilisent. Et l'intérêt justement donc de s'accorder sur l'essentiel est évidemment de pouvoir vaincre cette bête, que la moindre inattention, et je dirais le moindre bruit pourrait l'amener à s'évader, à s'enfuir, à repartir d'où il est venu, et puis peut-être revenir à un moment où il y a le moins d'attention possible, alors qu'ils étaient en veille, mobilisés pour l'attendre. Et donc, vous voyez que, même dans nos traditions, il y a que lorsque le péril existe, il y a certaines limitations afin de trouver le consensus national. Mais dès lors que la bête est tuée, on a créé le aura de la victoire, chacun retrouve sa liberté, et il en fait ce qu'il veut. Bien sûr, dans la limite de ce qui est permis pour chacun, individuellement et bien sûr collectivement. Et ça, il y a des exemples comme ça dans nos villages. Il y a des témoignages qui foisonnent à profusion et qui témoignent donc de la mobilisation, de l'organisation pour éradiquer des fléaux, pour vaincre certains maux dans nos sociétés traditionnelles anciennes. Et je crois que la situation d'aujourd'hui, elle ne peut pas être isolée. Vous voyez, nous sommes dans un contexte où on a besoin donc de tout le monde, et également où il y a quand même certaines nécessités de limiter parfois certaines libertés, comme je dis, dans l'intérêt bien compris de cette nécessité de lutte contre le terrorisme. Le décret qui vient d'être adopté en termes de capacité est un moyen pour moi indispensable qui se fonde d'abord sur nos règles internes, mais aussi sur nos obligations internationales, notamment celles contenues dans le pacte que je viens donc de citer tantôt. Alors, la lutte contre le terrorisme, on l'a toujours dit, elle n'est pas seulement que militaire, c'est une question qui est transversale. Et vous voyez que le décret qui vient d'être adopté en Conseil des ministres va non seulement donner un cadre juridique à l'ensemble des actions de mobilisation qu'il encadre par ailleurs, mais aussi à assurer la cohérence, l'efficience des actions au sein du gouvernement. Je pense, pour ma part, que ce décret va renforcer et améliorer la transparence des mesures qui sont prises ou qui seront prises, bien sûr, sous le timbre de la nécessité.